Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par les FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Alors cette semaine, il n'y aura pas de questions des internautes car ce live a été enregistré. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors, le pass vaccinal remplace désormais le pass sanitaire. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur l'évolution du certificat de vaccination? Qu'est-ce qui doit être inscrit sur la feuille pour que le pass soit valide? Le principe général est de permettre de mieux identifier les schémas vaccinaux complets et donc de les identifier par rapport à des schémas où dans la vaccination initiale, il y avait besoin donc de 2 vaccins, c'était pour Pfizer et Moderna, et donc ça donnait des schémas vaccinaux qui étaient 2 sur 2. Pour identifier un 2 sur 2 complet d'un 2 sur 2 incomplet, il fallait changer la règle. Donc les pouvoirs publics, le ministère de la Santé a bâti un système dont malheureusement qui est assez complexe et qui n'est pas à ce jour, à l'heure où je parle, stabilisé. Donc, pour être clair, la majorité des gens qui sont vaccinés en schéma vaccinal complet ont 3 sur 3. Il s'agit des gens qui ont fait leurs 3 injections de vaccins Pfizer ou Moderna ARN ou Astra et ARN ensuite. Mais certains qui ont eu une infection entre-temps ou ceux qui ont été vaccinés par Janssen ne savent pas exactement à quoi correspond ce 3 sur 1, ce 2 sur 1 qui leur génère un pass vaccinal complet. Donc, c'est complexe et nous avons évidemment posé à de multiples reprises la question. Nous avons dit que c'était impossible à expliquer au comptoir dans certains cas. Nous avons encore à ce jour des arbitrages sur certains schémas qui sont en cours et dès que ça se sera fait, nous aurons sur Amélie, donc sur le site de l'assurance maladie, un dispositif qui permettra de répondre à l'ensemble des cas. Et bien sûr, dès que ça se sera en place, nous vous communiquerons l'URL pour aller voir et ça permettra de répondre à des questions comptoirs. Bon, ce que je dis là, j'ai conscience, Christophe, que ce n'est pas très satisfaisant pour les pharmaciens, ça ne l'est pas du tout pour nous. Donc, je veux juste dire que nous avons à de multiples reprises sollicité des réponses. Elles sont en cours, mais malheureusement, pas encore opérationnelles. D'accord, mais tout doit être prêt pour le 15 février? Ah ben oui, c'est le minimum. Donc là, parce que nous avons un grand nombre de personnes dont le pass va être désactivé au 15 février si elles ne se vaccinent pas, il faut qu'ils le sachent rapidement. Moi, j'ai espoir que nous ayons le nouveau système pour la fin de semaine. Nous avons, comme la traditionnelle réunion avec le ministère sur la vaccination vendredi, je pense, comme nous sommes montés au créneau la semaine dernière, qu'ils auront à cœur de nous mettre en place un système qui fonctionne pour vendredi. D'accord. Alors, la FSPF lance une campagne d'affichage dans les officines pour promouvoir la profession de préparateur auprès du grand public. Alors, qu'est-ce qui a motivé la fédération à mener cette opération? Plusieurs choses. D'abord, le fait que les officines ont besoin de membres de l'équipe supplémentaire. Nos missions sont en expansion, la charge de travail est très importante et nous aurons besoin sur le long terme d'équipes renforcées et renouvelées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette augmentation des tâches a généré, enfin, ce n'est pas exactement ça qui l'a généré parce que ça fait des années que nous y travaillons, a en tout cas motivé une accélération de la réforme de l'apprentissage et de l'alternance pour ce métier de préparateur en pharmacie. Donc, dès cette année, pour la première fois, le diplôme de préparateur est sur Parcoursup. Ça va être un diplôme qui va être donc universitaire, même s'il se fera en local et s'il se fera à 80% dans les centres de formation des apprentis et en partenariat avec l'université.
Donc, c'était le moment de dire à nos confrères, voilà, expliquer à tous les jeunes, ils peuvent venir dans les officines avec découvrir ce métier en apprentissage qui est vraiment un très, très beau métier de contact, de santé et d'équipe. Et donc ça, c'est pour ça que nous lançons cette campagne. C'est pour ça, à ce moment-là, au moment où les équipes officinales ont besoin d'être renforcées et au moment où il y a une évolution du diplôme pour accroître les missions du préparateur. Bien, alors l'intersyndicale Les Libéraux de Santé, dont fait partie la fédération, porte un projet de réforme de la vie conventionnelle et du système de santé. Alors, en quoi consiste cette réforme, Philippe? Alors d'abord, c'est quelque chose qui est assez innovant, puisqu'en fait, les 11 organisations de professionnels de santé regroupées dans les libéraux de santé, donc pharmaciens, médecins, dentistes, infirmiers, kinés, orthophonistes, je vais en oublier forcément. Donc notre groupe de syndicats a écrit un projet de loi. Donc c'est quelque chose d'assez innovant. Nous avons écrit un projet de loi qui a pour vocation à être présenté aux candidats à l'élection présidentielle et qui définit ce que nous souhaitons pour l'évolution des soins en termes, donc bien sûr, pluriprofessionnels dans les années à venir. Ce projet de loi, il sera présenté, Christophe, et là je pourrais répondre beaucoup plus précisément à votre question, le 30 mars au Conseil économique, social et environnemental, à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle qui seront présents. D'accord, très bien. Et vous pouvez nous dire les grandes lignes quand même? Alors, les grandes lignes, c'est la réforme du système conventionnel et du financement. C'est parce que nous estimons que c'est dans les soins de ville qu'est la clé pour, on va dire, une santé de proximité et qui doit être réformée. C'est la prévention, évidemment, la réforme de la prévention. C'est la formation, avec une formation universitaire qui doit être plus tournée vers la ville que vers l'hôpital. Voilà. Donc ça, voilà 3 thèmes. Il y a 6 thèmes dans le projet de loi et je ne vais pas tout vous dire parce que sinon vous n'allez pas venir le 30, Christophe. Voilà, donc on sera patient, on va attendre le 30 mars. Alors, je vous propose maintenant d'aborder le chapitre négociation conventionnelle. Alors, Philippe, allez-vous signer le projet de convention proposé par l'assurance maladie? Oula, vous allez vite en besogne, Christophe. Premier point, j'ai eu l'occasion de le dire, nous avons, mon conseil d'administration a assez mal vécu le premier jet de la proposition de l'assurance maladie. Donc, nous en avons bien sûr informé le directeur et les négociateurs de l'assurance maladie et nous avons formulé toute une série de contre-propositions, une vingtaine de pages de contre-propositions que nous avons bien sûr envoyées à l'assurance maladie. Et hier mercredi, donc, puisque nous enregistrons. Donc, nous enregistrons voilà. Le jeudi. Voilà. Hier mercredi, nous avons vu le directeur de l'assurance maladie pour lui exposer ces contre-propositions. Ces contre-propositions, elles réfutent d'abord une partie de ce que le directeur nous a proposé. Par exemple, la diminution du dernier pourcentage de marge. Vous savez qu'il était question, l'assurance maladie souhaitait diminuer la rémunération pour les produits chers, qui est actuellement au maximum de 98 €, pour avoir un maximum de 44 €. Donc, le conseil d'administration de la fédération est opposé à ce principe. Voilà. Donc, nous l'avons fait part. Nous avons dit également que nous avions besoin d'un cycle conventionnel avec une périodicité un peu différente, parce que là, nous tombons tout le temps au moment des élections présidentielles et ce n'est pas le bon moment pour négocier. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle date assez rapprochée d'ici 2024 et aussi une date qui va nous permettre de tirer le bilan des années Covid et de voir comment l'officine fonctionne dans une période redevenue normale post-Covid. Donc ça, ce sont les 2 principes, on va dire, qui sont on va dire hors des mesures. Au niveau des mesures, nous souhaitons avoir des mesures basées sur le médicament. C'est le cœur du métier du pharmacien, c'est ce que souhaite notre conseil d'administration. Donc, autour de la réforme des honoraires pour les conditionnements trimestriels, nous souhaitons donc que l'ensemble des conditionnements trimestriels soient
soient éligibles à cet honoraire-là, puisque, bon, bien sûr, ça fait une revalorisation. Il ne faut pas se le cacher à l'assurance maladie, évidemment. C'est une revalorisation importante, mais c'est une demande forte de la fédération. Nous souhaitons remettre en place une ROSP générique. Vous savez qu'on ne va plus avoir de ROSP générique cette année. Donc, nous souhaitons de nouveau mettre en place une ROSP générique qui inclut les biosimilaires et les hybrides. Et donc, tout ça, ça forme un plan médicament. Et bien sûr, également, nous voulons avoir la vaccination qui maintenant, comme on l'a dit la semaine dernière, est souhaitée par la Haute Autorité de Santé. Nous voulons inscrire la vaccination dans le champ conventionnel avec une rémunération à un tarif que nous trouvons normal pour ces actes de prévention. Donc, nous avons demandé 15 € pour l'acte de vaccination. Il est à 6,30 € aujourd'hui. La proposition de l'assurance maladie est à 6,30 €. Notre proposition est à 15 €. Donc, la négociation sur ces contre-propositions aura lieu mardi 15. D'ici là, nous allons nous réunir donc, avec nos confrères de l'USPO pour bâtir une proposition commune et pour arriver unis le 15 avec un front solide des pharmaciens donc face à l'assurance maladie. D'accord. Là, chacune des organisations a fait ses propositions au directeur général. Et donc, le 15, il vous répond chacun ou justement… Non. D'ici, là, pour l'instant, les deux organisations ont fait leur proposition. Demain matin, vendredi, nous avons une séance de travail de toute la matinée avec l'USPO pour accorder nos projets. Ils ne sont pas si différents. Donc, pour accorder nos projets. Et mardi, nous allons arriver unis pour avoir une proposition commune à donner au directeur général. Très bien. Donc, rendez-vous le 15 et nous en parlerons dans le prochain 1345. Alors, je vous propose de répondre… Pardon ? Je n'en doute pas, Christophe. Je note les questions. Je vous propose maintenant de répondre à la question d'Antoine Darras, président du syndicat des pharmaciens de l'Oise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Antoine Darras, président du syndicat des pharmaciens de l'Oise. Salut Philippe, dis-moi, j'avais une petite question pour toi. On a entendu parler la semaine dernière qu'il allait y avoir une baisse de remboursement au niveau des tests antigéniques et des autotests. C'était pour savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus. Voilà, écoute, merci d'avance et puis merci pour ce format 1345 qui nous permet en à peine 15 minutes d'avoir le résumé de l'actualité pharmaceutique. Merci beaucoup. Alors Philippe, avez-vous des précisions concernant la baisse des tarifs des tests et des autotests ? J'ai effectivement des informations que je vais vous donner, mais qui ne sont pas encore des certitudes, puisque c'est le directeur général de l'assurance maladie qui nous a concertés tant sur les prix des autotests la semaine dernière et cette semaine sur le prix des tests antigéniques. Le directeur de l'assurance maladie, il nous concerte, comme il concerte les syndicats d'infirmiers, les syndicats de médecins, et ensuite, il fait une proposition au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé consulte la direction de la Sécurité sociale, ensuite la direction des entreprises, la direction générale des entreprises, et prend une décision de façon unilatérale, et donc forcément, je la découvre au journal officiel, comme tout le monde, quand ça paraît. A priori, le process de décision est quand même très avancé, puisque on parle, moi je pense qu'il y aura une décision dans le week-end ou en tout début de semaine prochaine sur ces baisses de tarifs. S'agissant des autotests, je l'ai dit la semaine dernière, ce que nous a dit le directeur de l'assurance maladie, c'est une baisse en deux temps à 3,35 au 15 février et à 2,90 au 15 mars du prix de remboursement. Bien sûr, dans le prix de remboursement, il y a en même temps un honoraire de délivrance qui est de 2 € qui, lui, ne bougera pas, d'après le directeur de l'assurance maladie, toujours. Entre-temps, j'ai eu la direction générale des entreprises pour définir le prix limite de vente, et le prix limite de vente devrait être différent du prix de remboursement. Contrairement à ce que j'avais dit la semaine dernière, la direction générale des entreprises imagine un prix limite de vente
qui soit de l'ordre de 3,30 €, 40, 50, je ne sais pas. Donc, pour être synthétique, c'est le ministre qui va décider tout seul de cette baisse des prix des autotests, et on va le savoir ce week-end, mais vous voyez l'ordre de grandeur et l'ordre de prix, une baisse en 2 temps qui va avoir un prix qui sera en dessous de 3 € probablement. On saura ça samedi. Sur les tests antigéniques, le directeur général propose une baisse drastique du prix des tests antigéniques. Alors, ces tests antigéniques, ils sont en train de diminuer en nombre. On est passé à 4 millions de tests antigéniques la semaine dernière, contre 6 millions la semaine d'avant, et contre, vous vous souvenez, des chiffres qui ont été encore supérieurs dans les semaines précédentes. Donc là, on est à 4 millions et on pense que le nombre de tests vont diminuer. Pour autant, la baisse de prix annoncée par le directeur général est drastique, puisque ce qu'il nous a annoncé comme étant sa proposition au ministre, c'est de passer à 20 € au 15 mars et à 15 €, non, 20 € au 15 février et 15 € au 15 mars. Voilà. Donc, moi, encore une fois, le but de cette annonce que fait le directeur aux professions, aux pharmaciens, aux infirmiers, aux médecins, c'est que nous soyons informés avant tout le monde. Mais c'est le ministre et c'est le gouvernement qui prend seul les décisions sur ces tarifs. Il faut alerter, nous alertons sur le fait qu'il faut que les tarifs soient suffisamment incitatifs pour que les professionnels puissent s'engager et réaliser réellement le travail, parce que c'est un travail qui est pénible et qui est très chronophage. Donc, nous alertons tout le temps sur le fait que, comme c'est quelque chose qui est toujours optionnel pour les pharmaciens, en tout cas, donc il ne faut pas que ces tarifs soient désincitatifs. C'est tout ce que nous disons, et comme depuis le début de la crise, nous sommes en état de guerre sanitaire, en état d'urgence, et donc nous ne ferons pas de commentaires sur ce que dira et ce que décideront les autorités de santé. Très bien, eh bien, merci Philippe Blesset, merci également à Antoine Darras pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, bon week-end, au revoir.